Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Le cauchemar d'Innsmouth d'Howard Phillips Lovecraft. Et ce soir, nous arrivons au quatrième live sur cette œuvre. Quatrième live, mais troisième nouvelle de ce recueil de nouvelles. Ce soir, nous lirons la nouvelle « Celui qui hantait les ténèbres » et nous la lirons dans son intégralité. Donc voilà, il n'y aura pas de partie 2 dans un autre live, etc. Ça sera intégralement ce soir, donc ça sera facile pour vous de suivre. Il n'y aura pas de soucis. J'ai l'impression de m'être vachement galéré et vachement trompé dans mon introduction, mais bon, c'est pas grave, on va dire que je l'ai bien faite. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, comme d'habitude, je vous invite à regarder la description de la vidéo ou la barre de lecture de cette vidéo que vous voyez juste là, juste en dessous de mon doigt, et ça va vous permettre de voir justement la découpe de cette vidéo. Donc grâce au timecode, vous allez pouvoir passer l'introduction, vous allez pouvoir passer les pauses que j'effectuerai dans la lecture, et aller directement à ce qui vous intéresse. Je sais que voilà, je continue de laisser ce choix, je sais que c'est parfois source de débat dans les commentaires sur YouTube, mais je continue de laisser ce choix parce que je trouve que ça a un intérêt que ces lives soient faits en live, que ces lives soient faits en live, que ces lectures soient faites en live, voilà, c'est mon concept entre guillemets de base, donc je trouve ça sympa d'avoir cet échange avec vous et d'en garder une trace via la rediffusion YouTube. Mais pour ceux qui n'aimeraient pas ces introductions et ces pauses, ce que je peux tout à fait comprendre, voilà, c'est pour ça que à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je prends le temps de faire des timecodes pour que vous puissiez facilement passer l'intro, les pauses et aller à la lecture. Voilou. Si vous voulez voir les épisodes précédents, rien de plus simple également, il y a la playlist qui se nomme « Et si on lisait le cauchemar d'Innsmouth » tout simplement sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous référer à d'autres œuvres que j'ai pu lire par le passé, et j'ai déjà d'ailleurs lu plusieurs fois du Lovecraft, puisque ce soir nous lisons bien celui qui hantait les ténèbres, et non pas celui qui murmurait dans les ténèbres, ou celui qui chuchotait dans les ténèbres. Je crois que c'est celui qui chuchotait dans les ténèbres, qui est une autre nouvelle de Lovecraft, dont j'ai déjà fait la lecture, mais qui en est bien une autre. Je crois que celle que j'ai déjà lue datait de 1931, et celle que je m'apprête à vous lire ce soir est publiée en 1934. Donc voilà, c'est vraiment une autre nouvelle. Alors je sais pas s'il y aura des ressemblances, des accointances, je me rappelle plus suffisamment bien de la nouvelle non plus pour peut-être m'en rendre compte, mais on verra. Et ça pour le coup c'était dans le recueil de nouvelles Le Mythe de Cthulhu. Donc voilà, si vous voulez vous référer à cette nouvelle, allez plutôt voir du côté de la playlist Et si on lisait Le Mythe de Cthulhu. Voilà, voilou, c'était des petites précisions, je les redis une fois de temps en temps, c'est important parce que voilà, je vois que ce sont des commentaires que je peux avoir relativement souvent sur ma chaîne YouTube. En fait, je peux avoir les deux, je peux avoir les pour et les contre, c'est-à-dire que je peux autant avoir des commentaires qui me disent « Ah, c'est super l'ambiance, j'adore le fait que tu commentes tes lectures, j'adore Enfin, j'en apprends plus pendant les pauses, etc., etc. » Donc voilà, il y a des gens qui apprécient, et c'est ça en fait, c'est juste ça, c'est juste que je vous demanderai, vous avez le droit de ne pas aimer, vous avez le droit d'aimer l'une ou l'autre version, mais je vous demanderai juste de respecter ceux qui préfèrent l'autre version, parce que voilà, c'est purement question de goût. Donc voilà, moi j'ai autant des retours de gens qui me disent qu'ils aiment ça, qui aiment le fait qu'il y ait des introductions et des pauses dans mes lectures, que de gens parfois, une fois de temps en temps, un petit commentaire pour dire assez méchamment, oh tu parles trop, quand est-ce que tu fermes ta gueule, et ainsi de suite. Auquel cas j'ai juste envie de leur répondre, je t'ai mis des timecodes à disposition, espèce de connard. Bref, je me retiens, mais voilà. Et puis des fois aussi, il y en a qui veulent juste t'aider, et c'est très gentil de leur part. Je vois une fois de temps en temps, en effet, des gens partager des timecodes pour dire « Ah bah regardez, la lecture commence là ». C'est très gentil de votre part, mais je prends le temps de le faire pour chaque vidéo, donc normalement, vous n'avez pas besoin de le faire. Tout est automatisé par ma manufaction, donc en fait c'est pas du tout automatisé, mais je prends ce travail à cœur entre guillemets, donc voilà, dès que je mets une vidéo en ligne, normalement les timecodes sont présents, il n'y a pas de souci là-dessus. Bonsoir Arld, et bonsoir Miari Laura, comment vous allez tous les deux? Bienvenue sur ce live, je vous invite à tous bien vous installer chers amis, à prendre à manger, à boire comme d'habitude, et je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie, santé à tous. C'est vrai que Miari qui arrive quand je parle de connard, ce sont des gens dans l'absolu. Voilà, ce sont des gens dans l'absolu, je ne vise personne de précis.
Du coup, bah, merci de le demander en retour, mais je dois bien avouer que ces temps-ci, ça va pas des masses. Enfin, ça va pas des masses. J'essaie de faire aller, mais c'est vrai que en off, j'ai tout un tas de choses à faire et ça fait littéralement une semaine complète que je suis dans les paperasses et l'administration tout le temps, quotidiennement. Et je commence à avoir le cerveau comme ça. Mais bon, mis à part cela, ça va, je fais aller, j'essaie de faire aller. Et d'ailleurs, cette semaine, on a un programme assez chargé de live, donc je vais très vite m'empresser de vous dire ce qui va se passer cette semaine. Je l'ai partagé hier déjà ce programme sur Facebook, Twitter et Discord. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'y rejoindre si ça vous intéresse d'avoir toute l'actu de Planétéo, que ce soit sur mes lives ou sur mes autres projets. Et donc, pour cette semaine, il y a le live de ce soir, mardi 21h comme d'habitude, lecture. Il y aura un autre live de lecture qui sera vendredi à 21h comme d'habitude également. Sachant que vendredi, nous lirons a priori deux nouvelles. Nous lirons Air froid et L'Indicible qui durent tous les deux une quinzaine de pages, voire une dizaine, donc voilà. Ah non, c'est 2 fois 15 pages en fait. Ouais, voilà, 15 pages, Air froid et L'Indicible. Donc voilà, on aura deux nouvelles pour le prix d'une vendredi, trop bien. Sinon, je continue cette double ration de live de découverte de l'univers de League of Legends pour encore cette semaine. Et oui, c'est la dernière semaine puisque, eh bien, on arrive à la fin des championnats du monde, on arrive à la fin des Worlds. Donc voilà, ce sera la dernière semaine de double ration. Et donc, il y aura un épisode demain, mercredi, à 15h, d'environ 1 heure comme d'habitude. Et dimanche à 15h pour environ 1 heure comme d'habitude également. On devrait s'intéresser demain à Harry et dimanche à Miss Fortune, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc ça c'est les lives dont je vous ai prévenu sur les réseaux. Mais s'ajoute à cela potentiellement d'autres lives, vous le savez. Il y a des lives chaotiques, comme j'appelle ça, qui peuvent survenir. Et là, en fait, je me posais la question et j'ai un peu pris la décision tout à l'heure, donc voilà, je vous le fais savoir. Il y aura certainement un second live demain. Donc il y a toujours le live de 15h de découverte de l'univers de League of Legends, mais aussi peut-être un autre live à 21h. Et là, ça sera un live de gaming, mais un petit peu spécial. Dans le sens où, sans entrer trop dans le détail, mon PC rencontre quelques problèmes de surchauffe depuis pas mal de temps, j'en avais déjà parlé quelques fois. Et ce que ça fait, c'est que, vous avez vu ce que ça faisait, j'ai pas mal déserté les lives de gaming, et notamment les lives de gaming sur Sea of Thieves. J'en faisais beaucoup, quasiment un par semaine. Et là, ça fait pas mal de temps que j'en ai pas fait. Et moi, ça me manque et ça me fait chier profondément. Mais, demain, il y a une mise à jour sur Sea of Thieves qui sort. La mise à jour se nomme Fate of the Damned, si je ne me trompe pas. Ou quelque chose comme ça. Le destin des damnés, voilà. Et je vous présenterai ce live. Enfin, je vous présenterai ce live, non. Je vous présenterai cette mise à jour. D'une manière un peu particulière. C'est-à-dire que d'habitude, je vous présente une mise à jour et je vous montre ce que ça implique in-game. Là, je vais lancer le live, on va lire la mise à jour ensemble, on va lire le patch note ensemble, on va un petit peu discuter de la mise à jour et du patch note, ce que je pense que ça aura comme influence sur le jeu, ce que je pense qui aura des bons intérêts ou non, et puis voilà, ça sera l'occasion un petit peu de présenter et de découvrir et de commenter voilà ce qui se fait sur le jeu, comme habituellement lors des lives de mise à jour, hein, grosso modo. Sauf que cette fois-ci, ça sera pas du tout in-game, ce sera uniquement sur le site. Et une fois que je vous aurai présenté tout ça sur le site et avec le patch note, seulement là, je lancerai Sea of Thieves en croisant les doigts, parce que j'ai jamais fait de tentative en fait, en croisant les doigts pour que mon PC tienne le coup sur ce live, puisque mon PC, comme je le disais, surchauffe, mais j'ai fait tout un tas de choses pour qu'il surchauffe moins, pour compenser un petit peu ce truc-là. Donc j'ai déjà réussi à refaire des sessions de Sea of Thieves en off, mais mon PC était vraiment très très chaud à la limite du crash, parce qu'en fait c'est ça, mon PC surchauffe tellement qu'il crache. Donc là j'étais en surchauffe, mais je ne crachais pas. Donc ce qui va se passer demain, c'est que il y aura en plus le live. Donc j'espère que live plus jeu, ça va pas faire complètement planter mon PC. Mais au moins, au mieux, on arrivera à passer une soirée chouette tous ensemble sur Sea of Thieves. Au pire, je vous aurai au moins présenté la mise à jour, même si j'ai pas pu la jouer avec vous et la découvrir avec vous in-game. Ce sera déjà ça de prix, on va dire.
Le premier live où j'étais connu, c'était sur du Minecraft. Ah ouais, Hard, je me rappelle plus. C'est parce que les lives Minecraft, ça commence à dater de ouf. Ça commence à dater de ouf. Je me rappelle que t'es là depuis fort longtemps, mais je me rappelais pas que c'était précisément sur les lives Minecraft. Mais j'aimerais bien refaire des lives sur... En fait, pour être franc, j'aimerais bien faire plein de lives sur plein de choses, mais j'ai beaucoup de mal à concilier toutes mes envies, et c'est compliqué de faire tout ce que j'aimerais faire. Mais ouais, je me tâte de plus en plus à faire beaucoup plus de lives de gaming, quitte à ne pas forcément mettre les rediffusions sur YouTube, mais à ce que ce soit uniquement du contenu exclusif Twitch, pour pas non plus vous spammer sur la chaîne YouTube. Voilà, je me tâte là-dessus, je verrai un petit peu ce que je vais faire. C'est en cours de mijotage, de mijotation, de mijotatude. Voilà, j'ai tout ça dans la caboche quelque part en train de mijoter justement. Yeah! Et une fois que tout sera... euh, disons que là c'est pas la prio. Une fois que tout sera décanté, que j'aurai pas mal de choses administratives dans lesquelles je suis plongé en ce moment qui seront passées, à ce moment-là, ça devrait être plus facile pour moi de vous revenir avec davantage de live et davantage de concepts, d'émissions et ainsi de suite. Mais je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Oui, c'était la cité de Tusao, Harld. Une cité avec une civilisation qui vivait dans une grotte ouverte. Oui, je me rappelle très bien. Je me rappelle très bien. C'était sur Minecraft, à l'époque, j'avais fait la cité de Tusao. Et du coup, je crée tout un mythe autour de ma création minecraftienne. C'était bien drôle. J'aimerais bien refaire des trucs comme ça, mais ouais, ça demande beaucoup de temps pour le coup. Et du coup, oui, j'ai oublié de vous mentionner un live cette semaine. Un live très important. En tout cas pour moi, et j'espère vous y voir nombreux, ça me ferait plaisir. Si vous n'avez rien à faire, si vous n'avez rien de prévu, si vous n'avez pas décidé que vous alliez vous faire la rétrospective de tous les sauts, de toutes les destinations finales, ou de tous les amnésias, je vous invite, la soirée d'Halloween, ce samedi 31 octobre à partir de 21h, à me rejoindre en live pour une émission Ça me rappelle une histoire, thème Halloween. Et oui, ça me rappelle une histoire qui revient pour une nouvelle édition exceptionnelle, comme j'aime à dire. Et puis, forcément, thème Halloween, hein. Vous voulez quel autre thème de toute manière samedi? C'est impossible de faire autre chose. Donc voilà, ce sera thème Halloween et j'ai hâte de revenir là-dessus. Ça me manque, ça me rappelle une histoire, mais justement, je suis content parce que ça a la saveur que je veux du coup cette émission. Genre là, ça fait suffisamment longtemps que j'en ai pas fait pour que ça me manque beaucoup et que d'en refaire une, je suis hypé de ouf et je suis en mode ah là ça va être un petit bonbon, ça va. Miam miam miam. Un petit bonbon pour Halloween, parfait. Bref, on va pouvoir se lancer dans la lecture, j'allais dire dans la discussion, mais non, je ne fais que ça de discuter. On sera sûrement plusieurs à t'écouter samedi du coup. Pourquoi ça, Mira? Et du coup, bonsoir Mirani, bienvenue. Bienvenue. Je sens une mise en place sympa sur ce live, nous dit Miari. Oula. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que le fait que l'émission devienne plus événementielle, plus exceptionnelle, j'ai peur aussi que vous vous attendiez à des trucs de fou, alors que j'ai pas forcément les compétences, les moyens, les trucs, bref, pour faire des trucs dingues. Mais ouais, j'ai quand même pensé à un petit truc. Soirée Halloween chill, ce sera parfait de t'avoir pour des histoires flippantes. Ça me met la pression à ce que je réussisse à faire des histoires flippantes, ça va être terrible. Mais justement, c'est un peu le défi, hein. Comme je le dis souvent, c'est pas forcément une promesse, c'est plus un défi. C'est pas une promesse de réussite, c'est un petit défi drôlistique, n'est-ce pas? Oula, 8 vite l'air. Je suis pas sûr de bien prononcer ton pseudo, en tout cas merci pour le follow. Et bienvenue, n'hésite pas à entrer en communication avec nous. Esprit, es-tu là? Entre en communication avec nous par l'intermédiaire du chat si tu le désires. Mais en tout cas merci pour le follow, ça fait plaisir. Donc voilà, t'inquiète, pas trop de pression Miari, je me la mets suffisamment tout seul la pression, y a pas de souci. Sur ce les amis, trêve de bavardage parce que je me perds en circonvolutions infinies. On va pouvoir se lancer sur la lecture. S'il n'y a pas de fumée, des effets de lumière, c'est nul. Exactement. J'aimerais trop faire des trucs comme ça. J'aimerais tellement organiser des trucs comme ça. Et j'ai des idées très poussées sur des trucs un peu plus ambitieux. Mais bon, il faudrait des moyens, il faudrait de la préparation, il faudrait plein de choses. Là, on va se contenter d'un truc
j'espère bien trouvé, mais relativement simple. Bref, on se plonge dans la lecture parce qu'en plus la nouvelle de ce soir n'est pas forcément très longue, donc ça me fait toujours mal au cœur si je parle plus que je ne lis. Je pense que là on est dans les temps, hein, mais bon, voilà, je préfère prendre les devants. Donc, la lecture de la nouvelle Celui qui hantait les ténèbres. A priori, encore une fois, j'ai juste feuilleté comme ça rapidement et je suis tombé sur des noms propres, sympathiques. Donc a priori, encore une fois, Celui qui hantait les ténèbres, comme les 2 premières nouvelles de ce recueil, s'inscrivent dans le mythe de Cthulhu. Et ça fait grave plaisir. En fait, c'est marrant parce que vraiment, j'ai lu déjà pas mal de Lovecraft et j'avais relativement peu rencontré de textes faisant mention de Cthulhu, du mythe des grands anciens et ainsi de suite. Et là, dans ce recueil Le Cauchemar d'Innsmouth, il n'y a que ça. Donc c'est un pur régal, ça fait trop plaisir. Donc voilà, a priori, on va encore entendre parler, peut-être pas de Cthulhu, mais en tout cas des choses qui se rattachent à Cthulhu. Donc ça fait trop plaisir. Et puis, comme je le disais, la nouvelle est relativement courte, donc je pense que je ne vais faire qu'une pause. Je pense vous lire une quinzaine de pages, faire une pause et vous relire une quinzaine de pages. Donc on peut imaginer qu'on va en avoir pour 2 fois 30 minutes de lecture. Allez, on va dire 1h30, un truc comme ça. En comptant les pauses, l'outro, tout ça. Allez, on va dire 1h30, ça devrait se faire. Bien. La séance est ouverte, nous allons pouvoir démarrer. Le texte commence avec une petite dédicace, comme ça, voilà, vous saurez ce que je suis en train de lire. Et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Arl73, bonne écoute Mirani TV, bonne écoute Miarilora. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Bonne écoute à toi, oui, Vivitler, j'ai du mal à le dire décidément, si tu es toujours parmi nous. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Celui qui hantait les ténèbres, d'Howard Phillips Lovecraft. À Robert Bloch. J'ai vu le sombre univers béant, où les noires planètes roulaient sans but, où elles tourbillonnaient dans leur horreur inaperçue, sans connaissance, lustre ou nom. Némésis. Les enquêteurs circonspects hésiteront à contester l'opinion courante qui veut que Robert Blake ait été tué par la foudre, ou par un choc nerveux dû à une décharge électrique. En vérité, la fenêtre devant laquelle il se trouvait était intacte, mais la nature est coutumière de ses caprices. L'expression de son visage a pu être causée par des contractions musculaires sans aucun rapport avec ce qu'il a vu. Les notes de son journal sont nettement le fruit d'une imagination débridée, mise en branle par des superstitions locales et certaines découvertes faites par le défunt. Quant à l'état bizarre de l'église abandonnée de Federal Hill, il est aisé de l'attribuer à une certaine charlatanerie de Blake, consciente ou inconsciente. Car, après tout, c'était un écrivain et un peintre qui se consacrait au domaine du mythe, du rêve, de la terreur, toujours en quête d'effets étranges ou fantomatiques. Son premier séjour à Providence, au cours duquel il avait rendu visite à un vieillard aussi féru d'occultisme que lui-même, avait pris fin dans l'incendie et la mort. D'autre part, c'est sans doute sous l'effet d'une impulsion morbide qu'il abandonna sa maison du Milwaukee pour revenir dans notre ville. Il avait dû entendre parler des vieilles légendes, contrairement à ce qu'il rapporte dans son journal, et sa mort a peut-être détruit dans sa fleur une formidable mystification, prélude à un grand succès littéraire. Néanmoins, plusieurs de ceux qui ont étudié cette affaire avec attention s'attachent à une théorie moins banale et moins rationnelle. Ils se montrent enclins à ajouter foi au journal de Blake et soulignent l'importance significative des faits suivants. L'authenticité indiscutable du registre trouvé dans la vieille église, l'existence prouvée de la secte impie appelée Sagesse des Étoiles avant l'année 1930, la disparition d'un journaliste trop curieux, Edwin M. Lillibridge, en 1893, et par-dessus tout, l'expression de terreur monstrueuse sur le visage du jeune écrivain mort. L'un des tenants de cette seconde théorie a jeté dans la baie la pierre aux angles bizarres contenue dans une boîte en métal ciselé trouvée dans le vieux clocher sans fenêtre, et non dans la tour où Blake déclare l'avoir découverte. Malgré les blâmes dont il fut l'objet, cet homme, médecin réputé, grand amateur de vieux folklore, affirme avoir débarrassé le globe terrestre d'un objet trop dangereux pour qu'on l'y laissât subsister. Nous laissons au lecteur le soin de choisir lui-même entre ces deux options.
Quant à nous, après avoir étudié le journal de Blake de façon objective, nous allons donner ici un résumé des événements en nous plaçant au point de vue de leur acteur principal. Le jeune écrivain revint à Providence pendant l'hiver 1934-1935. Il s'installa au dernier étage d'une vénérable demeure, sur le faîte de la haute colline proche de Brown University, derrière la bibliothèque John Hay. C'était un logis confortable et pittoresque, de style géorgien, au milieu d'un petit jardin rustique où de gros chats se chauffaient au soleil. Le bureau de Blake, vaste pièce exposée au sud-ouest, dominait le jardin, tandis que les fenêtres du côté ouest, devant l'une desquelles se trouvait sa table de travail, offraient une vue magnifique de la ville basse. À l'horizon, s'étendaient les pentes violettes des collines lointaines servant de toile de fond à Federal Hill, à 2 miles de distance, où s'entassaient toits et clochers dont les contours prenaient des formes fantastiques au milieu des fumées montant de la ville. Après avoir fait venir la plupart de ses livres, Blake acheta quelques vieux meubles en harmonie avec la maison, puis il se mit à peindre et à écrire, vaquant lui-même aux soins du ménage. Son atelier se trouvait dans une chambre mansardée exposée au nord. Au cours de ce premier hiver, il rédigea 5 de ses meilleures nouvelles. Celui qui fouissait la terre, L'escalier de la crypte, Shagaï, la vallée de Pnat, Le convive venu des étoiles. Il peignit également plusieurs tableaux, études de monstres innommables et paysages surnaturels. Au crépuscule, il restait souvent assis à sa table de travail pour contempler rêveusement le spectacle offert à sa vue. Les tours sombres de Memorial Hall, le beffroi du palais de justice, la hauteur spectrale de Federal Hill, qui stimulait si fort son imagination. Ses voisins lui avaient appris que c'était un quartier italien, et de temps à autre, il braquait ses jumelles de campagne sur cet univers lointain, en se demandant quel mystère il pouvait bien renfermer. Il avait l'impression de regarder un monde fabuleux, très différent du nôtre, semblable à ceux de ses nouvelles et de ses tableaux. Une énorme église aux murs sombres exerçait sur lui une attraction particulière. Elle se détachait très nettement à certaines heures de la journée, et, au crépuscule, le grand clocher pointu dressait sa masse noire sur le ciel flamboyant. Elle devait être bâtie sur une élévation de terrain, car sa façade et son côté nord dominaient tardivement l'enchevêtrement des toits qui l'entouraient. D'un aspect très austère, elle semblait être construite en pierre. Elle appartenait au style néo-gothique et devait dater de 1810 ou 1815. À mesure que les mois s'écoulaient, Blake contemplait avec un intérêt toujours croissant cette construction rébarbative. Les fenêtres n'étant jamais éclairées, il en avait conclu que l'église devait être désaffectée. Plus il la regardait, plus son imagination s'échauffait et lui inspirait des conceptions bizarres. Il en vint à croire qu'une aura de désolation planait sur ce lieu, si bien que même les pigeons et les hirondelles évitaient son toit enfumé. Il consigna dans son journal que de grands vols d'oiseaux entouraient tous les autres clochers de la ville, à l'exception de celui-là. Au printemps, Blake fut en proie à une agitation profonde. Il avait commencé un roman basé sur une prétendue survivance du culte des sorcières dans le Maine, mais il était incapable d'en continuer la rédaction. Il s'absorbait de plus en plus dans la contemplation du farouche clocher, dont s'écartaient les oiseaux, et restait aveugle à la beauté des feuilles délicates nouvellement écloses sur les arbres du jardin. C'est alors que lui vint pour la première fois l'idée de traverser la ville pour gravir la pente fabuleuse menant à ce monde de rêve. À la fin avril, peu de temps avant la date de la nuit de Walpurgis, Blake se mit en route vers l'inconnu. Après avoir parcouru les rues et les places de la ville basse, il arriva enfin à l'avenue montante, bordée de perrons de pierre usée, de porches doriques affaissés et de coupoles de verre encrassées qui devaient le conduire au terme de son expédition. Bientôt il remarqua les visages basanés des passants et les enseignes en langue étrangère au-dessus des boutiques. Il ne put trouver nulle part les objets qu'il avait discernés de loin grâce à ses jumelles, et il en vint à se demander une fois de plus si Federal Hill n'appartenait pas au domaine des rêves. De temps en temps, apparaissait la façade lépreuse d'une église ou un clocher croulant, mais il ne voyait jamais la noire bâtisse qu'il cherchait. Il demanda à un commerçant où se trouvait une grande église de pierre. L'homme répondit en souriant qu'il n'en avait jamais entendu parler. À mesure que Blake montait, le labyrinthe des ruelles devenait de plus en plus étrange. Il traversa 2 ou 3 larges avenues, puis interrogea un second boutiquier. Cette fois, il aurait pu jurer que son interlocuteur feignait l'ignorance.
Il vit passer une expression de terreur sur le visage basané de l'homme, qui fit un curieux signe de la main droite. Soudain, un clocher noir se détacha sur le ciel nuageux à sa gauche. Blake comprit qu'il touchait au but, et se plongea dans le labyrinthe de ruelles sordides partant de l'avenue. Il s'égara à 2 reprises, mais sans savoir pourquoi, il n'osa pas demander son chemin aux hommes et aux femmes assis sur le pas de leur porte, ni aux enfants qui jouaient dans la boue. Enfin, il vit le clocher très nettement en direction sud-ouest, dominant une énorme masse noire au bout d'une venelle. Bientôt, il se trouva sur une vaste place balayée par le vent, curieusement pavée. À son extrémité, un mur assez élevé soutenait une plateforme artificielle entourée d'une grille, sur laquelle se dressait à 6 pieds au-dessus des rues environnantes la sinistre église désaffectée, dans un état de délabrement extrême. Certains contreforts s'étaient écroulés sur le sol, et plusieurs fleurons de pinacles gisaient dans l'herbe au pied des murs. La plupart des meneaux des fenêtres gothiques manquaient, et Blake se demanda comment les vitraux avaient pu subsister, étant donné les mœurs destructrices de tous les petits garçons du monde entier. Les portes massives étaient intactes et hermétiquement closes. Au fait du mur de soutènement, la grille de fer rouillé qui entourait l'édifice était pourvue d'une porte fermée au cadenas, à laquelle on accédait par un perron de pierre. Sur tout l'ensemble régnait une atmosphère d'abandon et de décrépitude vraiment sinistre. Il y avait peu de gens sur la place, mais Blake aperçut un agent de police à son extrémité est, et alla lui demander quelques renseignements au sujet de l'église. Il lui parut bizarre que ce grand Irlandais plein de santé esquissa le signe de la croix en murmurant qu'on n'en parlait jamais. Blake, ayant insisté, l'homme lui dit brièvement que les prêtres italiens mettaient en garde tout le monde contre ce temple marqué par les puissances du mal. Plusieurs années auparavant, l'église avait appartenu à une secte maléfique qui faisait surgir des créatures abominables hors du gouffre de la nuit. Il avait fallu un bon prêtre pour exorciser ces démons, mais certaines personnes prétendaient que la lumière suffisait à les chasser. Si le père O'Malley avait encore été de ce monde, il aurait pu raconter maintes histoires. À présent, il n'y avait plus rien à faire. Si on ne s'occupait pas de l'église, elle ne faisait de mal à personne. Ses anciens propriétaires étaient morts ou en fuite. Ils avaient décampé en 1877, quand les autorités avaient commencé à s'inquiéter de la disparition de plusieurs habitants du quartier. Un jour ou l'autre, la municipalité prendrait possession de l'église, faute de trouver des héritiers. Mais mieux vaudrait ne pas y toucher et la laisser tomber en ruine, pour éviter de réveiller certaines créatures qui reposaient dans le noir abîme de la nuit. Quand l'agent de police se fut éloigné, Blake resta à contempler l'énorme bâtisse. Il trouvait très exaltant qu'elle pût paraître sinistre à d'autres qu'à lui-même, et il se demanda si les propos de l'agent de police renfermaient des éléments de vérité. Il s'était sans doute contenté de répéter de vieilles légendes dépourvues de tout fondement, mais celle-ci ressemblait de façon étrange à l'une des nouvelles de Blake. Le soleil surgit des nuages, mais il semblait incapable d'éclairer la masse noire du temple. Il était bien étrange que les plantes et les herbes qui poussaient autour de l'église fussent restées jaunes et flétries malgré la venue du printemps. Blake se surprit en train d'examiner le mur de soutènement et la grille rouillée pour y trouver une voie d'accès, car il ne pouvait résister à la terrible force d'attraction de ce temple funeste. Il finit par découvrir qu'il manquait quelques barreaux sur le côté nord de la clôture. Il gravit aussitôt les marches du perron et longea le faîte du mur jusqu'à la brèche. Les gens l'aperçurent au moment où il se préparait à la franchir. Comme il se retournait pour regarder la place au-dessous de lui, il vit les rares passants s'éloigner en hâte, en faisant le même signe de la main droite qu'avait fait le boutiquier de l'avenue. Plusieurs fenêtres se fermèrent avec bruit, et une grosse femme se précipita au dehors pour ramener ses enfants à la maison. Blake n'eut aucun mal à franchir la brèche. Bientôt, il se trouva en train de se frayer un chemin à travers la végétation pourrissante du terre-plein désert. La masse de l'église proche lui parut oppressante, mais il surmonta son appréhension et alla examiner les 3 grandes portes de la façade. Ayant constaté qu'elles étaient bien closes, il fit le tour de l'édifice cyclopéen pour chercher une autre ouverture. Sur le derrière de l'abside, un soupirail béant lui offrit la voie d'accès désirée. Ayant regardé à l'intérieur, Blake vit un gouffre souterrain plein de poussière et de toiles d'araignée, faiblement éclairé par les rayons du soleil couchant. Il distingua avec difficulté des débris de toutes sortes, tonneaux pourris, caisses brisées, meubles démolis. Les restes rouillés d'une chaudière montraient que l'église avait été fréquentée au moins jusqu'au milieu du règne de la reine Victoria.
Presque sans en avoir conscience, Blake rampa à travers le soupirail et se laissa glisser sur le sol cimenté. Dans un coin lointain de la vaste cave, au milieu d'une ombre dense, il aperçut un passage voûté qui devait mener à l'étage supérieur. En proie à un vague sentiment d'angoisse, il explora le terrain autour de lui, et, après avoir trouvé un tonneau encore intact, il le roula jusqu'au soupirail en prévision de sa sortie. Puis, rassemblant son courage, il se dirigea vers le passage voûté. À demi étouffé par la poussière omniprésente, couvert de toiles d'araignée, il atteignit enfin les degrés de pierre usée et commença à les gravir dans le noir. Après un tournant brusque, il sentit devant lui une porte close dont il trouva le loquet à tâtons. Elle donnait sur un couloir mal éclairé, bordé de boiseries mangées des vers. Une fois au rez-de-chaussée, Blake commença à l'explorer rapidement. Aucune porte ne fermant à clé, il passa librement d'une pièce à l'autre. La nef colossale avait un aspect surnaturel, avec ses monceaux de poussière sur les bancs, l'autel et la chaire, ainsi que les gigantesques toiles d'araignée tendues entre les colonnes gothiques. Sur cette désolation muette régnait une lumière plombée, tandis que le soleil déclinant envoyait ses rayons à travers les grands vitraux de l'abside. Ces derniers étaient tellement obscurcis par la suie que Blake eut beaucoup de mal à comprendre ce qu'ils avaient représenté, mais ce qu'il put en discerner lui déplut beaucoup. Les rares seins peints sur le verre avaient une expression fort inquiétante, et l'une des fenêtres montrait seulement une étendue noire parsemée de spirales lumineuses. Ayant tourné les yeux vers l'autel, l'explorateur remarqua que la croix qui le surmontait était la crux ansata de la mystérieuse Égypte. Dans la sacristie, il découvrit un bureau mangé des vers et plusieurs rayonnages montant jusqu'au plafond, surchargés de livres moisis, dont les titres lui inspirèrent une horreur sans nom, car ces volumes renfermaient les secrets et les formules redoutables des temps fabuleux antérieurs à l'existence de l'homme. Blake lui-même en avait déjà lu plusieurs. Une traduction latine du Necronomicon, le sinistre Liber Ioannis, l'infâme culte des Goules du comte d'Erlet, l'Unaussprechlichen Kulten de von Juntz et le De Vermis Mysteriis de Ludwig Prien. En outre, il y en avait d'autres qu'il ne connaissait que de réputation, tels que les manuscrits pnacotiques et le livre de Diane, et un ouvrage rédigé en caractères indéchiffrables, mais contenant certains symboles et diagrammes parfaitement clairs pour un étudiant ès sciences occultes. Dans le bureau croulant se trouvait un carnet, relié en cuir, renfermant des notes manuscrites en un curieux langage chiffré. Celui-ci se composait des symboles traditionnels de l'alchimie et de l'astrologie, dessins figurant le soleil, la lune, les planètes et les signes du zodiaque, groupés en paragraphes suggérant que chacun d'eux représentait une lettre de l'alphabet. Dans l'espoir de réussir à déchiffrer plus tard ce cryptogramme, Blake mit le carnet dans sa poche. Ayant ainsi examiné le rez-de-chaussée, l'explorateur traversa la nef fantomatique en direction de la façade, car il avait aperçu dans un coin une porte et le bas d'un escalier conduisant probablement au faîte du clocher noir dont l'aspect lui était si familier. La montée fut pénible, car la poussière et les toiles d'araignée encombraient particulièrement cet espace resserré. Bien qu'il n'eût vu aucune corde en bas, Blake s'attendait à trouver des cloches au terme de son ascension, mais il fut déçu dans son espoir en arrivant au haut de l'escalier. La pièce où il venait d'entrer était éclairée par 4 fenêtres en ogive dont les vitres, abritées par des abavants, étaient en outre recouvertes de stores opaques tombant en lambeaux. Au centre se dressait un pilier de pierre aux angles bizarres, mesurant 4 pieds de haut et 2 pieds de large, entièrement couvert d'hiéroglyphes que Blake ne put identifier. Sur ce pilier se trouvait une boîte de métal ouverte contenant un objet en forme d'œuf. Tout autour étaient rangées en cercle 7 chaises gothiques à haut dossier, derrière lesquelles s'érigeaient contre les murs 7 statues de plâtre peintes en noir, semblables aux mégalithes mystérieux de l'île de Pâques. Dans un coin de la pièce, une échelle menait à une trappe fermée donnant accès à la flèche. Lorsque Blake se fut habitué à la faible lumière, il remarqua de curieux bas-reliefs sur la boîte de métal jaunâtre. Il s'en approcha, et après avoir ôté la poussière à l'aide de son mouchoir, il vit que les ciselures représentaient des entités monstrueuses, ne ressemblant à aucune forme de vie qui eût jamais existé sur notre planète. L'objet qu'elle renfermait avait l'aspect d'un polyèdre presque noir, strié de rouge, présentant plusieurs petites surfaces plates irrégulières. Ce devait être un cristal vraiment remarquable, ou bien une pierre inconnue artificiellement taillée et polie. Il ne touchait pas le fond de la boîte,
mais était suspendue au moyen d'une bande de métal autour de son centre, fixée aux angles des parois par 7 supports horizontaux d'un dessin étrange. Cette pierre exerça sur Blake un pouvoir d'attraction presque inquiétant. Il ne pouvait parvenir à en détacher les yeux, et tandis qu'il contemplait ces surfaces étincelantes, il lui sembla qu'elles devenaient transparentes et contenaient des mondes merveilleux. Dans son esprit flottèrent les images de sphères inconnues où se dressaient d'immenses tours de pierre et des montagnes gigantesques, et où l'on ne voyait aucune trace de vie. Quand il parvint enfin à détourner son regard, il aperçut un étrange monticule de poussière au bas de l'échelle conduisant à la flèche. Sous l'effet d'une impulsion inconsciente, il s'en approcha, discerna des contours qui lui parurent sinistres, et, après avoir enlevé la poussière à grands coups de mouchoir, découvrit un squelette humain. Les lambeaux d'étoffe qui subsistaient encore avaient fait partie d'un complet gris. Il y avait aussi d'autres indices, souliers, gros boutons de manchette, épingles de cravate d'un modèle suranné, un insigne de journaliste portant le nom du Providence Telegram et un portefeuille de cuir tout moisi. Blake examina ce dernier avec soin. Il y trouva plusieurs billets de banque anciens, un petit calendrier de 1893, quelques cartes de visite au nom d'Edwin M. Lillibridge, et une feuille de papier couverte de notes au crayon qu'il se mit à lire à la faible clarté du soleil déclinant. Professeur Enoch Bowen revient d'Égypte en mai 1844, achète la vieille église de la Libre Volonté en juillet. Ses travaux d'archéologie et d'occultisme sont bien connus. Le docteur Brown met ses fidèles en garde contre la sagesse des étoiles dans Sermon du 29 décembre 1844. 97 fidèles à la fin de 1845. 1846. 3 disparitions. Première mention du trapézoèdre étincelant. 7 disparitions en 1848. Première rumeur concernant le sacrifice du sang. Enquête de 1853 ne révèle rien. Histoire de bruit suspect. Le père O'Malley parle de culte diabolique au moyen d'une boîte trouvée dans ruines égyptiennes. Prétend qu'ils évoquent une créature qui ne peut se manifester que dans les ténèbres. Ce renseignement doit lui venir de la confession suprême de Francis X. Aimé, qui est devenu membre de la sagesse des étoiles en 1849. Ces gens affirment que le trapézoèdre étincelant leur montre le ciel et d'autres mondes, et que celui qui hante les ténèbres leur communique certains secrets. Histoire de Orrin B. Edgy en 1857. Ils l'évoquent en contemplant le cristal et ont un langage secret. 200 fidèles en 1863. De jeunes Irlandais attaquent l'église en 1869, après la disparition de Patrick Regan. 6 disparitions en 1876. Comité secret va trouver le maire Doyle. Promesse de prendre des mesures en février 1877. Église ferme en avril. Jeunes gens de Federal Hill menacent le docteur et les membres de l'assemblée paroissiale au mois de mai. 181 personnes quittent la ville avant la fin de 1877. On ne mentionne pas leur nom. Histoire de fantômes commence vers 1880. Essayez de vérifier que nul être humain n'a pénétré dans l'église depuis 1877. Demandez à Lanigan photographie prise en 1851. Après avoir remis la feuille de papier dans le portefeuille et glissé ce dernier dans la poche de son veston, Blake examina le squelette gisant dans la poussière. On ne pouvait douter que cet homme ne fût entré dans l'église abandonnée 42 ans plus tôt, en quête d'un reportage sensationnel. Peut-être n'avait-il informé personne de son projet, mais de toute façon, il n'était jamais revenu à son journal. Sans doute avait-il succombé à un arrêt du cœur déterminé par une terreur violente. Blake se pencha au-dessus des ossements et remarqua leur état bizarre. Certains étaient dissous à leurs extrémités, d'autres semblaient calcinés, ainsi que plusieurs lambeaux de vêtements. Le crâne, taché de jaune, portait un trou noirâtre sur le dessus, comme si un acide puissant avait rongé l'os. Et je vais m'arrêter là pour la première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une courte pause, je vais essayer de faire vraiment très court aujourd'hui. Je vais essayer de faire vraiment une pause très courte aujourd'hui parce que, vous l'avez compris, la nouvelle n'est pas très longue. On n'est qu'à 45 minutes de live. Et j'ai déjà lu la moitié. Donc voilà, je vais essayer de replonger vite dans la suite et fin, du coup. Yo Zikal, bienvenue, comment ça va? Et du coup, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, moi ça va coup-ci coup-ça. J'essaie de faire aller.
J'essaie de faire aller, on va dire. Mais ouais, cette nouvelle, encore une fois, elle change complètement de ton. J'aime beaucoup. Je sais pas, je trouve que Lovecraft, même si forcément il reste dans les mêmes, comment dire, dans les mêmes styles. Enfin voilà, il y a une patte quoi. Voilà, il y a des choses qu'on reconnaît, il y a des ressemblances forcément. Malgré tout ça, je trouve qu'il arrive quand même à rester hyper innovant et hyper captivant à chaque fois. À chaque nouvelle, il y a un nouvel élément, pardon, qui va revenir te chercher, quoi. Que ce soit dans les idées, dans le scénario, c'est là où Lovecraft est certainement le plus doué, mais aussi dans la manière d'aller te chercher, dans la structure, etc. Là, c'est un truc tout con, mais le fait que, bah, par exemple, sur ce recueil de nouvelles particulièrement, première nouvelle, on a une nouvelle avec un narrateur interne. Deuxième nouvelle, on a une nouvelle avec un narrateur externe. Troisième nouvelle, on a une nouvelle avec un narrateur interne qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait plus un récit enchâssé, dans le sens où le narrateur existe quand même, il se détache pas de... Voilà, c'est aussi un personnage, entre guillemets, il se détache pas de la diégèse, quoi. Il s'incorpore à l'histoire, il dit juste que, comme très souvent chez Lovecraft, il est arrivé après les faits et qui va nous raconter tout depuis le début. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent chez Lovecraft, et qui marche très très bien, je trouve, pour installer une tension qui va évoluer comme ça, parce qu'on sait déjà qu'il y a une fin incroyable, parce que le narrateur nous le dit dès le début. Donc ouais, c'est intéressant aussi la manière dont il arrive à changer toujours un petit truc, à toujours se renouveler et à remettre des petits trucs qui te redonnent envie, qui viennent te raccrocher. De la même manière, par exemple, aujourd'hui on entend parler de mythes liés à l'Égypte. Je ne crois pas jusqu'à présent, dans tout ce que j'ai pu lire de Lovecraft, qu'il y ait eu quoi que ce soit lié à l'Égypte jusque-là. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il fait des liens qui sont très difficiles à percevoir parce que il y a autant un lien à l'Égypte qu'au Necronomicon, qu'à tout un tas de textes venant de partout occultes qu'il a nommés, qui ont des sonorités allemandes et ainsi de suite. Donc voilà, en fait ça fait un mélange, ça fait un... Comment on appelle ça? Un melting pot entre guillemets de tout un tas de cultures, de tout un tas de choses, avec l'Église et le fait qu'il fasse mention de l'Italie et des prêtres italiens, on pourrait se dire bon bah c'est l'Église catholique à ce moment-là. Donc il y a tout un tas de choses. Voilà, j'adore utiliser des mots comme choses. Non en vrai j'aime pas du tout ça mais il y a tout un tas d'éléments qui le lient à de nouveaux cultes, de nouvelles choses. Donc c'est hyper intéressant de voir qu'à chaque fois il va repiocher dans des autres folklores pour nourrir son folklore perso. Mais du coup en faisant ça, bah forcément le lecteur il a des bases. Euh, En fait, ça peut avoir les deux. Ça peut avoir soit l'intérêt que le lecteur ait des bases, donc du coup il arrive plus facilement à repérer les choses et à les rassembler ensemble. Donc ça peut aider à amener le lecteur dans le délire. Ou au contraire, il a pas de base et à ce moment-là, ça peut amener le lecteur à se dire attends, de quoi il parle? Ça existe vraiment? C'est vrai ce truc-là? Ce qui peut faire entendre que certaines personnes, peut-être, fut un temps, ont cru au Necronomicon. Mais enfin, il y a tout un tas de choses très très intéressantes. Très très intéressantes. Je trouve que Lovecraft arrive toujours à se renouveler et c'est fou. Et bon là, les parties de lecture de ce soir sont assez courtes, donc au final, on n'a pas beaucoup avancé dans l'histoire, donc je vais pas pouvoir en dire grand chose, je dois avouer. Mais j'ai juste hâte de poursuivre et puis de parler de tout ça à la fin. Mais ouais, pour le moment, je suis pas déçu, c'est juste qu'il s'est pas encore passé grand chose, voilà, on est au début là un petit peu. Mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Je trouve que le setup est déjà bon. Le setup sent déjà bon. Alors du coup, Mirani qui nous dit pas mal de choses dans le chat. Lovecraft et Poe, c'est l'ultra bonheur. Je trouve que c'est marrant parce que Lovecraft et Poe, ils sont souvent mis ensemble, alors que je trouve que c'est vraiment différent. Mais en fait, enfin oui, ouais, si, je comprends aussi. Ils ont le même génie quelque part et la même manière de se renouveler et de faire des histoires incroyables. Mais c'est vrai que euh, qu'ils ont... En fait, c'est... Ouais, je sais pas comment expliquer. Ils sont un peu dans le même genre, mais avec des habits différents, quoi, on va dire.
D'une nouvelle à une autre, tu retrouves souvent les mêmes ouvrages, genre le culte des ghouls et forcément le Necronomicon. Le culte des ghouls, je me rappelais plus, j'étais plus sûr qu'on l'avait déjà vu, mais ouais, c'est ça qui est cool aussi, c'est que le Necronomicon, on l'a déjà vu cité dans la nouvelle précédente. Donc c'est ça aussi qui est très cool, c'est que ça crée, on en parlait la dernière fois, mais ça crée une toile de fond, ça crée un mythe, ça crée une fresque qui se retrouve sur une sorte d'univers étendu comme ça, où t'as envie de savoir la suite, où limite t'as envie de lire toutes les œuvres de Lovecraft pour partir à la chasse aux indices, et pour te dire, attends, là à tel moment il parle de telle chose, ça pourrait peut-être faire référence à ça. Il y a trop de trucs comme ça. Par exemple, il y a un moment dans la lecture où on parlait justement de celui qui hantait les ténèbres, et je sais plus comment était tournée la phrase, mais de la manière dont était tournée la phrase, ça te donne envie d'enquêter pour deviner qui est celui qui hantait les ténèbres. T'as envie d'être en mode, attends, je suis sûr que je peux lire l'œuvre de Lovecraft et trouver qui est celui qui hantait les ténèbres. C'est trop marrant. En plus, il y a eu encore mention de choses très très similaires à la nouvelle précédente. Donc la nouvelle précédente, la nouvelle de la semaine passée, c'était la maison de la sorcière. Il y a beaucoup de choses aussi qui me font penser à la maison de la sorcière. On est vraiment dans la même veine pour le coup. Puisque on a encore une fois ces espèces de formes géométriques impromptues. La dernière fois, on avait des êtres vivants en forme de polyèdre, etc. Là, on a un trapézoèdre étincelant. Donc voilà, on part aussi sur des délires encore plus perchés, encore plus, je vais dire, singuliers et propres à Lovecraft que simplement des sorcières et tout. Même si ça fait aussi partie du truc, c'est ça qui est fort en fait. Il y a réutilisation de tous les folklores existants, mais aussi réinvention et prolongement, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Et encore une fois aussi, comment on appelle ça? Ces paysages, ces environnements de rêve un peu délirants, peut-être un petit peu psychédéliques, avec ces espèces de montagnes géantes incompréhensibles, d'environnements remplis de bulles, etc., etc. Enfin, ça part sur des choses. C'est ça que j'aime bien aussi et que je découvre un petit peu dans la nouvelle La Maison de la Sorcière et dans la nouvelle Celui qui hantait les ténèbres, c'est que Lovecraft, c'est pas uniquement des monstres incompréhensibles, indescriptibles, avec des tentacules, des cils, des dents, des verrues, des trucs voilà un petit peu gore, un petit peu chelou, un petit peu dégueulasse entre guillemets. C'est aussi des trucs tellement what the fuck, mais propre entre guillemets que bah pareil, ça rentre toujours dans l'indescriptible, etc. et dans le flippant, c'est-à-dire des formes géométriques vivantes, des espèces de nuées de bulles, des trucs vraiment beaucoup plus abstraits entre guillemets et en même temps plus concrets. Enfin, c'est un peu particulier, mais en tout cas qui font plus propre, qui font plus droit, plus lisse et qui pourtant sont quand même bizarres avec de la géométrie non euclidienne et ainsi de suite. Enfin, c'est hyper intéressant. Ça revient souvent dans des nouvelles qui ont rien à voir, ça donne l'impression que tout est lié de manière hyper lointaine et presque imperceptible. Ouais, grave. Puis en plus, ce qui est fort aussi, c'est que, quelque part, à chaque fois, en tout cas dans les exemples que j'ai eus à titre perso, à chaque fois le personnage qui parle du Necronomicon, etc., a déjà connaissance de ce texte. Alors il a déjà connaissance de ce texte comme étant un texte occulte, interdit et ainsi de suite, mais quand même, il connaît déjà le texte. Donc du coup, il y a aussi cette notion où presque chez Lovecraft, ça serait normal que tu connaisses ce texte. Il y a presque un truc comme ça qui est instillé, comme quoi même le lecteur, voilà, il te présente, il te dit « Ah oui, il y avait le Necronomicon, ce texte interdit », et t'es en mode « Ah ouais, putain, il y a le Necronomicon ». Tu vois, il y a ce truc de... T'es pas en mode « C'est quoi le Necronomicon, machin ». T'es en mode, ah ouais, putain, il y a le Necronomicon. Enfin, c'est vraiment devenu tellement légendaire, etc. Parce que c'est bien implémenté dans son univers. Donc c'est hyper sympa. Ça renforce d'une manière insidieuse l'aspect omniprésent, mais tellement hors de notre perception du panthéon qu'il crée. Vraiment, je trouve ça fascinant. Non mais ouais, je suis d'accord avec toi, Mira. Je trouve ça insane. En vrai, Lovecraft est très balèze. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et je pense que c'est pas pour rien qu'il a laissé une trace, parce que vraiment, il y a des artistes, il y a des œuvres comme ça, où quand tu te plonges dedans, tu te rends compte à quel point ça a influencé si fort tous les gens qui l'ont suivi. Et là, franchement, quand tu lis Lovecraft, tu te dis, ah ouais, mais c'est un truc de fou, comment ça a régi
le jeu de société, le jeu de rôle, le jeu vidéo, le film, le cinéma de manière générale, les séries, la littérature et ainsi de suite. Enfin, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue la marque qu'il a pu avoir, même dans l'inconscient collectif, quoi. Il est pas mauvais, nous dit Zical. Ouais, il est pas mal, ouais. Non, mais après, pour le coup, on peut avoir des goûts différents, hein. On peut être totalement opaque à son univers, mais force est de constater quand même qu'il a un univers. Au moins ça, on peut pas lui retirer. Bref, comme je le disais, j'ai fait une phase de lecture assez courte, donc je vais pas faire une pause qui dure 30 minutes. Je vais reprendre sans plus attendre, et puis bah, cette fois-ci, ça va nous mener à la suite et fin de la nouvelle. Donc bah, je vous retrouve dans quelques minutes pour l'outro, d'ici encore une fois une vingtaine de minutes, je pense. Vingtaine, trentaine, je sais pas trop, ça dépend. Bref, je crois que je vais pas relire de phrases avant parce que ça peut se relier sans trop de soucis. Ouais, non, je vais pas lire le paragraphe précédent pour relier les wagons. Je pense que c'est compréhensible comme ça. Je vous rappelle encore une fois qu'il n'y a pas de découpe naturelle dans le texte. C'est moi qui fais des découpes arbitraires sur cette nouvelle pour le coup. Donc voilà. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous savez ce qui se passe. Bref, bonne écoute Mirani, bonne écoute Zikel, bonne écoute Miari et Harld si vous êtes toujours là, bonne écoute Oui Hitler si... Ah! Ok, yes. Yes, je viens de comprendre. Du coup, je vais faire ça. Je me disais aussi, il est chelou ce pseudo. J'ai compris pourquoi. Bah du coup, si je te vois, je vais juste te ban, mais t'es pas dans la liste. Donc ouais, t'étais juste là pour faire ton troll avec ton pseudo. Yes. J'ai compris. J'ai compris ton pseudo, mais je ne crois pas l'avoir prononcé comme tu aurais voulu que je le prononce, sauf la dernière fois malheureusement. Mais bon, voilà. Du coup, je vais le cacher parce que c'est pas très jojo et bien entendu, je ne pense pas ce que j'ai dit, vous le savez, les amis. C'est juste un monsieur avec un pseudo chelou qui essaie de me piéger et c'est pas très sympa. Bref. Du coup, je dois reprendre ici. Hop! C'est bon, je suis dans le mood, on est reparti. Bonne écoute Mirani, bonne écoute Zikael, bonne écoute tout le monde. Je redis pas, je l'ai déjà dit 12 000 fois. Et puis à tout à l'heure pour l'outro. Celui qui hantait les ténèbres, suite et fin. Sans avoir eu le temps de se rendre compte, Blake se trouva en train de regarder à nouveau la pierre étincelante dont l'influence suscitait dans son esprit une série d'étranges images. Il vit des cortèges de silhouettes encapuchonnées, revêtues de longues robes, dont les contours n'étaient pas humains, et contempla un désert infini, où s'alignaient des monolithes démesurés. Il vit des tours et des murailles, dans les sombres abîmes de la mer, et de vertigineux espaces aériens, où flottaient des lambeaux de brume noire sur un arrière-plan de vapeurs violettes tremblotantes. Il vit enfin, à une distance prodigieuse, un immense gouffre de ténèbres où des formes solides et semi-solides ne se révélaient que par leurs mouvements, où des réseaux de forces invisibles semblaient faire régner l'ordre au sein du chaos. Soudain, le sortilège fut rompu par un accès de terreur panique sans cause. Blake détourna les yeux de la pierre, car il avait conscience qu'une présence amorphe l'observait avec une extrême attention. Il se sentait la proie d'une chose indéfinissable, une chose qui n'était pas dans la pierre, mais l'avait regardé à travers la pierre. Une chose qui ne cesserait jamais de le suivre, et dont il n'aurait jamais une connaissance visuelle. De toute évidence, ce lieu maléfique lui nouait les nerfs. En outre, la lumière du soleil devenait de plus en plus faible, et il lui faudrait bientôt partir, car il n'avait pas de quoi s'éclairer. À ce moment, il crut apercevoir une légère trace lumineuse dans la pierre aux angles étranges. Était-elle donc phosphorescente ou radioactive? Les notes du journaliste n'avaient-elles pas mentionné un trapézoèdre étincelant? Que s'était-il passé dans ce repère d'une puissance maléfique? Quelle entité funeste pouvait encore s'embusquer dans ce sombre édifice dont s'écartaient les oiseaux? Il lui semblait à présent qu'une vague puanteur montait non loin de lui, bien qu'il ne pût en deviner l'origine. Blake referma brusquement le couvercle de la boîte. Le cliquetis sec fut suivi d'un faible bruit paraissant provenir de la flèche. C'étaient des rats, sans doute, les seuls êtres vivants qui eussent révélé leur présence depuis son entrée dans l'édifice maudit. Néanmoins,
Ce bruit lui inspira une crainte épouvantable. Il se précipita dans l'escalier en colimaçon, traversa la nef fantomatique et la cave voûtée, pour gagner enfin, à travers le soupirail, la place déserte et les ruelles de Federal Hill, en direction du paisible quartier de l'université. Au cours des jours suivants, Blake ne souffla mot de son expédition à personne. Par contre, il se plongea dans la lecture de certains livres, examina les collections de vieux journaux et travailla fiévreusement à déchiffrer le cryptogramme qu'il avait découvert dans la sacristie. La besogne n'était pas facile. Après une longue période d'efforts, il fut convaincu qu'il ne pouvait être rédigé ni en anglais, ni en latin, ni en grec, ni en français, ni en espagnol, ni en italien, ni en allemand. Il allait être obligé de puiser aux sources les plus profondes de son étrange érudition. Chaque soir, il éprouvait la même impulsion qui l'amenait à regarder vers l'ouest. Il voyait comme autrefois le clocher noir se dresser au-dessus des toits d'un univers fabuleux, mais à présent, l'édifice était empreint à ses yeux d'une horreur nouvelle. Les oiseaux du printemps revenaient en troupes nombreuses, et chaque fois qu'un de leurs vols arrivait près de la flèche solitaire, il les voyait, lui semblait-il, tournoyer et se disperser sous l'effet d'une terreur panique. Ce fut au mois de juin que Blake réussit à déchiffrer le cryptogramme. Le texte était rédigé dans le mystérieux langage Aklo, utilisé par certains cultes maléfiques d'une haute antiquité. Dans son journal, l'écrivain se montre curieusement réticent au sujet des résultats obtenus. Il y mentionne celui qui hante les ténèbres, que l'on évoque en contemplant le trapézoèdre étincelant, et expose des hypothèses démentielles sur les gouffres noirs du chaos d'où il est issu. Cette entité possède l'omniscience et exige des sacrifices monstrueux. Blake semble craindre qu'elle ne soit en train d'errer aux alentours de la ville, mais il ajoute que la clarté des réverbères forme un rempart infranchissable. Il parle très souvent du trapézoèdre étincelant, qu'il définit comme une fenêtre ouverte sur le temps et l'espace, et dont il retrace l'histoire jusqu'à l'époque où il fut façonné sur la sinistre planète Yugoth, avant que les anciens l'aient apporté sur la Terre. Il fut recueilli et placé dans sa curieuse boîte par les habitants crinoïdes de l'Antarctique, avant de passer entre les mains des hommes serpents de Valusia. Des milliers de siècles plus tard, les premiers êtres humains le contemplèrent dans le pays de Lemuria. Ensuite, il traversa des contrées et des mers très étranges, et s'enfonça dans les flots avec l'Atlantide. Un pêcheur de Minos le recueillit dans ses filets, puis le vendit à des marchands de la mystérieuse ville de Kem. Le pharaon Néphrem Ka fit bâtir autour de lui un temple sans fenêtres, et accomplit de tels actes que son nom fut effacé sur tous les monuments. Ensuite, la pierre funeste reposa dans les ruines de cet édifice maudit, détruit sur l'ordre du nouveau pharaon, jusqu'à ce qu'elle fût découverte au cours de fouilles archéologiques et recommençât à tourmenter l'humanité. Au début de juillet, le journal de Blake mentionne certains articles de la presse locale qui semblent justifier ses appréhensions. Ces articles rapportaient qu'une nouvelle crainte régnait dans le quartier de Federal Hill depuis qu'un inconnu était entré dans l'église redoutable. Les Italiens murmuraient entre eux qu'on entendait des bruits étranges dans la flèche du clocher, et demandaient à leurs prêtres de chasser une entité qui hantait leurs rêves. Ils prétendaient qu'une créature monstrueuse guettait perpétuellement à une porte du temple abandonné, afin de voir s'il faisait assez sombre pour s'aventurer au dehors. Les reporters se contentaient de parler des superstitions locales, mais ils ne remontaient pas plus avant. En relatant ces faits dans son journal, Blake exprime un curieux remords, parle d'enfouir le trapézoèdre étincelant et de chasser l'entité qui l'a suscité sans le vouloir, en faisant entrer la lumière du jour dans la hideuse flèche. Il reconnaît partout qu'il éprouve, même dans ses rêves, le désir morbide de visiter à nouveau le clocher et de contempler les secrets cosmiques de la pierre brillante. Le 17 juillet au matin, un article du journal concernant l'agitation du quartier de Federal Hill plongea Blake dans une horreur profonde. Au cours de la nuit précédente, un orage avait causé une panne d'électricité, et pendant 1 heure, les Italiens avaient failli devenir fous de terreur. Ceux qui habitaient près de l'église juraient que la créature du clocher avait profité de l'absence de lumière dans les rues pour descendre dans la nef de l'église. Vers la fin de la panne, elle était remontée, et l'on avait entendu un fracas de verre brisé. Quand le courant avait été rétabli, un tumulte formidable s'était produit dans le clocher, car même la faible clarté qui pénétrait par les fenêtres noircies semblait trop violente pour la monstrueuse entité. Celle-ci avait réintégré juste à temps son repère ténébreux. En effet, une trop longue exposition à la lumière l'aurait replongé dans l'abîme d'où l'avait fait sortir la visite de l'inconnu.
Pendant toute l'heure de la panne, des foules en prière s'étaient assemblées autour de l'église, munies de bougies et de lampes allumées abritées sous des parapluies, pour protéger la cité contre ce cauchemar en dressant un rempart de lumière. Mais cela n'était pas le pire. Le soir même, Blake, en lisant le bulletin, apprit ce que les journalistes avaient découvert. 2 d'entre eux, défiant les Italiens fous de terreur, s'étaient introduits dans l'église par le soupirail. Ils constatèrent que la poussière de la nef avait été labourée d'une curieuse façon, et que le sol était jonché de débris de coussins et du rembourrage en satin des bancs. Partout régnait une mauvaise odeur. Par endroits, on voyait des taches jaunes qui ressemblaient à des traces de brûlure. Après avoir ouvert la porte du clocher, les explorateurs s'aperçurent que les marches de l'escalier avaient été sommairement balayées. À l'intérieur du clocher, ils firent la même constatation. Ils décrivaient dans leur article le pilier de pierre heptagonal, les chaises gothiques renversées, les bizarres statues de plâtre, mais, chose étrange, ils ne parlaient ni de la boîte de métal, ni du squelette. Blake fut particulièrement bouleversé par un dernier détail. Toutes les fenêtres en ogive avaient été brisées, et 2 d'entre elles étaient grossièrement obturées au moyen du rembourrage en satin des bancs et du crin des coussins qu'on avait insérés dans l'espace vide, entre le cadre de pierre et la bas-vent. Des taches jaunâtres et des traces de brûlure se trouvaient également sur l'échelle menant à la flèche, mais lorsqu'un des reporters eut monté le degré, ouvert la trappe et braqué sa lampe électrique dans la noire cavité étrangement malodorante, il ne vit rien que des débris informes autour de l'ouverture. Naturellement, les 2 explorateurs conclurent à une supercherie. Quelqu'un avait joué une mauvaise farce aux habitants de Federal Hill, en exploitant leur terreur superstitieuse. L'histoire eut une suite amusante lorsque les autorités policières voulurent envoyer un inspecteur pour vérifier le compte-rendu des journalistes. 3 hommes trouvèrent un moyen de se dérober. Le 4e, après avoir accepté sa mission à contre-cœur, effectua une visite très brève et ne rapporta aucun renseignement nouveau. À partir de cette date, le journal de Blake révèle une horreur et une appréhension toujours croissantes. L'artiste se reproche de ne pas agir et se livre à des hypothèses extravagantes sur les conséquences d'une nouvelle panne. On a pu vérifier que, à 3 reprises pendant des orages, il a téléphoné à la compagnie d'électricité pour la supplier de prendre toutes les mesures susceptibles d'empêcher une interruption de courant. De temps à autre, il s'inquiète du fait que les reporters n'aient pas trouvé la boîte de métal et le squelette de Lily Bridge. Mais ses craintes les plus vives avaient trait aux relations qui semblaient exister entre son esprit et l'abominable créature embusquée dans le clocher. Il avait l'impression qu'elle pesait sans cesse sur sa volonté, et au cours de cette période, ses visiteurs se rappellent qu'il restait assis distraitement devant son bureau, les yeux fixés sur la fenêtre ouest donnant sur Federal Hill. Les notes de son journal mentionnent de terribles rêves récurrents et une pression de plus en plus forte sur sa volonté. Il rapporte qu'une nuit il s'est trouvé dehors complètement vêtu en marche vers l'ouest. À plusieurs reprises, il insiste sur le fait que l'entité embusquée dans le clocher sait fort bien où le trouver. La première crise de dépression nerveuse de Blake eut lieu dans la semaine qui suivit le 30 juillet. Il garda la chambre et commanda sa nourriture par téléphone. Ses visiteurs ayant observé qu'il y avait des cordes minces à côté de son lit, il explique que comme il souffrait de somnambulisme, il s'attachait les chevilles chaque soir pour s'empêcher de se lever. Dans son journal, il relate la hideuse aventure qui lui a valu sa crise. Au cours de la nuit du 30 juillet, il s'était brusquement trouvé en train d'errer à tâtons dans les ténèbres presque compactes. Il pouvait à peine discerner de faibles raies de lumière bleuâtre, mais par contre, il sentait une puanteur agressive et entendait des bruits furtifs au-dessus de sa tête. Chaque fois qu'il bougeait, il trébuchait contre quelque chose, et aussitôt, il entendait en haut un son léger, auquel se mêlait le frottement prudent d'un morceau de bois sur du bois. À un moment donné, ses mains rencontrèrent un pilier de pierre. Un peu plus tard, il s'aperçut qu'il gravissait les degrés d'une échelle fixée dans le mur, et quand il fut arrivé au sommet, au milieu d'une puanteur accrue, une rafale brûlante s'abattit sur lui. Devant ses yeux se déroula une série d'images kaléidoscopiques qui se dissolvaient de temps à autre en un abîme de ténèbres insondables, où tourbillonnaient des soleils et des mondes encore plus noirs. Il songea aux antiques légendes de l'ultime chaos, au centre duquel trône le dieu aveugle et stupide, Azathoth, maître de toutes choses, entouré d'une horde de danseurs informes, bercés par le chant monotone d'une flûte démoniaque. Une brusque détonation venue du dehors l'arracha à l'horreur de cette situation. Ce devait être l'un des nombreux feux d'artifice que les habitants de Federal Hill faisaient exploser tout l'été en l'honneur de leur saint. Quoi qu'il en fût,
Il poussa un cri perçant, descendit l'échelle en toute hâte et traversa en trébuchant la pièce enténébrée. Il sut immédiatement où il se trouvait, et dégringola comme un fou l'escalier en colimaçon, trébuchant et se cognant à tous les tournants. Ensuite, il parcourut une nef spectrale obstruée de toiles d'araignée, plongea dans une cave noire, émergea à l'air libre à travers un soupirail, puis, au terme d'une course éperdue le long de ruelles cauchemardesques, arriva à la porte de sa maison. Le matin, en reprenant conscience, il se trouva étendu sur le parquet de son bureau, complètement vêtu. Il était couvert de poussière et de toiles d'araignée, et tout son corps lui faisait mal. Quand il se regarda dans un miroir, il vit que ses cheveux étaient fortement roussis. En outre, une étrange odeur s'attachait à ses vêtements. C'est alors que ses nerfs cédèrent. Au cours de la semaine suivante, il resta enfermé, enveloppé dans une robe de chambre, consacrant tout son temps à regarder par la fenêtre ouest et à écrire dans son journal. Le grand orage éclata le 8 août, juste avant minuit. La foudre frappa à plusieurs reprises dans tous les quartiers de la ville. La pluie tomba à torrents tandis que des roulements de tonnerre continus empêchaient des milliers de gens de dormir. Blake fut en proie à une terreur folle, à l'idée d'une panne possible. Il essaya de téléphoner à la compagnie d'électricité vers 1 heure du matin, mais le service avait été interrompu temporairement pour des raisons de sécurité. Il nota tous ces détails dans son journal, et son écriture déformée, souvent illisible, révèle un désespoir frénétique. Il devait rester dans l'obscurité pour voir par la fenêtre, et il semble qu'il ait passé la majeure partie de son temps assis à son bureau, regardant à travers le rideau de la pluie les lumières lointaines marquant l'emplacement de Federal Hill. Parfois, il traçait quelques mots en aveugle, si bien que les 4 phrases suivantes se trouvent étalées sur 2 pages. « Il ne faut pas que les lumières s'éteignent. Elle sait où je suis. Je dois la détruire. Elle m'appelle, mais peut-être ne me veut-elle pas de mal. » Puis la panne tant redoutée se produisit dans la ville entière, exactement à 2h12, selon les registres de la station génératrice. Le journal de Blake porte cette seule indication. « Lumières éteintes. Dieu me vienne en aide. » Dans le quartier de Federal Hill, il y avait des guetteurs aussi anxieux que lui. Des groupes d'hommes arpentaient la place et les ruelles autour de l'église maudite, portant des bougies abritées sous des parapluies, des lampes électriques, des lanternes, des crucifix, des amulettes. Ils bénissaient tous les éclairs et faisaient d'étranges signes de crainte avec la main droite chaque fois que l'orage semblait s'apaiser. Une rafale ayant éteint les bougies, la place fut plongée dans les ténèbres. Quelqu'un alla réveiller le père Merluzzo de l'église Spirito Santo. Il se hâta de gagner le lieu et de prononcer des exorcismes. Des bruits étranges se faisaient entendre dans le clocher. On sait exactement ce qui se passa à 2h35, grâce au témoignage de plusieurs personnes. Le prêtre lui-même, jeune homme intelligent et cultivé, l'agent de police William J. Monham, qui s'était arrêté au cours de sa ronde pour surveiller la foule, enfin, les 78 Italiens massés au pied du mur de soutènement du côté de la façade est. Certes, on peut attribuer à cet incident des causes naturelles. Certaines réactions chimiques ont pu se produire dans cette vieille bâtisse déserte et mal aérée. Vapeur méphitique, combustion spontanée, pression de gaz engendrée par la décomposition, voilà quelques-unes des nombreuses explications possibles. Ce fut une chose assez simple en vérité, et qui ne dura pas plus de 3 minutes. Cela commença par des bruits de plus en plus nets à l'intérieur du clocher, et des exhalaisons de plus en plus fétides provenant de l'église. Puis il y eut un fracas de bois brisé, et une lourde masse vint s'abattre sur le sol dans la cour de la façade est. Les spectateurs purent voir, malgré le manque de lumière, que c'était un des abat-vents noircis par la fumée. Aussitôt une puanteur intolérable tomba des hauteurs, et toutes les personnes présentes se trouvèrent en proie à de violentes nausées. En même temps, l'air fut ébranlé par une vibration qui semblait due à d'immenses ailes, et une violente bourrasque arracha les chapeaux et les parapluies de la foule. Certaines gens crurent apercevoir dans le ciel d'encre une grande tache d'un noir plus intense, une espèce de nuage de fumée fonçant comme un météore en direction de l'est. Et ce fut tout. Les spectateurs, à demi paralysés par l'épouvante, ne surent trop que faire ni s'ils devaient faire quelque chose. Ils continuèrent à monter la garde, et quelques instants plus tard, ils récitèrent une prière lorsqu'un éclair attardé, suivi d'un coup de tonnerre retentissant, fendit la voûte du ciel. Une demi-heure plus tard, la pluie s'arrêta, le courant électrique fut rétabli, et chacun rentra chez soi. Le lendemain matin, les journaux mentionnèrent que le dernier éclair et le dernier coup de tonnerre
avait été particulièrement violent dans la partie est de la ville, où l'on avait également remarqué une insupportable puanteur. Dans le quartier de l'université, certains virent un flamboiement de lumière anormale au faîte de la colline. Ils observèrent aussi un inexplicable déplacement d'air qui arracha les feuilles des arbres et détruisit les plantes dans les jardins. On conclut que la foudre avait dû tomber dans les parages, mais on ne trouva aucune trace de son point de chute. Un étudiant du collège Tau Omega crut voir une hideuse masse de fumée dans l'air au moment même où l'éclair se produisit, mais son observation n'a pas été vérifiée. Cependant, tout le monde fut d'accord sur les 3 points suivants. Rafale venue de l'est, puanteur intolérable avant l'éclair, odeur de brûlé après l'éclair. On discuta longuement au sujet de ces détails, en raison de leur rapport probable avec la mort de Robert Blake. Des étudiants du collège Psi Delta, dont les fenêtres de derrière donnaient sur le bureau de l'écrivain, remarquèrent le visage blême à la fenêtre ouest, le 9 juillet au matin, et lui trouvèrent une expression bizarre. Quand ils virent le même visage dans la même position le soir venu, ils commencèrent à s'inquiéter, allèrent sonner à l'appartement, puis, en désespoir de cause, firent enfoncer la porte par un agent de police. Le cadavre rigide était assis à son bureau, et les visiteurs détournèrent la tête avec horreur en voyant les yeux vitreux et les traits convulsés qui exprimaient une atroce épouvante. Peu de temps après, le médecin de l'état civil procéda à un examen. Bien que la fenêtre fût intacte, il attribua la mort à un choc électrique, ou à une tension nerveuse déterminée par un choc électrique. Il n'accorda aucune attention à la hideuse expression du visage, estimant qu'elle devait être le résultat normal du traumatisme. Jusqu'au dernier moment, Blake avait écrit dans son journal. Sa main droite crispée étreignait encore son crayon lorsque les étudiants et l'agent de police pénétrèrent dans la pièce. Certains chercheurs ont tiré de ces notes presque illisibles des conclusions très différentes du verdict officiel. Néanmoins, il est peu vraisemblable que leurs spéculations trouvent créance auprès de la plupart des gens. En effet, il est facile d'expliquer les lambeaux de phrases que nous reproduisons ci-dessous par l'imagination excessive et le déséquilibre nerveux de Blake, auquel il faut ajouter sa connaissance de l'ancien culte maléfique dont il avait découvert les traces. Lumière toujours éteinte, au moins depuis 5 minutes. Tout dépend des éclairs. Plaise à Yadit qu'il continue. Malgré leur clarté, je sens une influence. La pluie, le tonnerre et le vent m'assourdissent. La créature s'empare de mon esprit. Étrange trouble de ma mémoire. Je vois des choses que je n'ai jamais connues, d'autres mondes et d'autres galaxies. Ténèbres. Les éclairs me paraissent noirs, l'obscurité me paraît lumineuse. Impossible que je voie vraiment la colline et l'église dans les ténèbres. Ce doit être une impression laissée par les éclairs sur ma rétine. Fasse le ciel que les Italiens soient dehors avec leurs bougies si les éclairs viennent à s'arrêter. De quoi ai-je peur? N'est-ce pas un avatar de Nyarlathotep qui, dans la mystérieuse Kem, prit la forme d'un homme? Je me rappelle Yugoth, et aussi Shagai, et le vide ultime des planètes noires. L'immense vol à travers le vide ne peut traverser l'univers de lumière, recréé par les pensées prisonnières du trapézoèdre étincelant. Je me nomme Blake, Robert Harrison Blake, 620 East Knapp East, Milwaukee, Wisconsin. Je suis sur cette planète. Azathoth, aie pitié de moi. Les éclairs ne brillent plus. Horrible. Je peux voir tout grâce à un sens monstrueux qui n'est pas le sens de la vue. La lumière et l'obscurité et la lumière. Ces gens sur Federal Hill montent la garde. Bougies et amulettes. Leurs prêtres. Sens de la distance absolue. Ce qui est loin est près, et ce qui est près est loin. Pas de lumière, pas de jumelles. Et je vois cette flèche, ce clocher, cette fenêtre. Suis fou ou le deviens. La créature bouge dans le clocher. Je suis elle, et elle est moi. Je veux sortir. Il faut sortir et unir les forces. Elle sait où je suis. Je suis Robert Blake, mais je vois le clocher dans les ténèbres. Il y a une odeur monstrueuse. Les planches de cette fenêtre craquent et cèdent. Il est... Ngai, Ig... Je la vois. Elle vient par ici. Tache gigantesque. Elle est noire. Yog-Sothoth, sauve-moi! Et c'est la fin de la nouvelle. Celui qui hantait les ténèbres. Ce sera donc également la fin de ce live. Nous passons à l'outro, chers amis. Waouh, waouh, waouh. Et du coup, Dimal qui est passé faire un petit coucou,
Bonne écoute à toi, Alardiv, Dimal. Merci d'être passé. Waouh, waouh, waouh. Comment je kiffe. Comment je kiffe de ouf. Cette nouvelle est assez courte. Même en termes d'action, il n'y a pas énormément de péripéties. Il se passe pas grand chose. Et pourtant, je la trouve captivante, je la trouve prenante. Je vais pas dire, je pense quand même que j'ai préféré le cauchemar d'Innsmouth et la maison de la sorcière. Parce que le cauchemar d'Innsmouth et la maison de la sorcière, justement, elles ont un plus long build-up. Et elles ont plus d'idées originales, je trouve. Elles vont plus loin, enfin ouais. Elles m'ont davantage embarqué. Et je considère vraiment presque maintenant que ce sont mes nouvelles favorites de Lovecraft. Mais celle-ci reste de très bonne qualité malgré sa brévitude. Non, malgré sa brièveté. C'est important de bien parler français. Euh, mais ouais. Malgré ça, elle reste dans une ambiance incroyable. En fait, limite, c'est bizarre ce que je vais dire, mais limite, je trouve que... J'ai déjà parlé souvent, je crois, du fait que je trouve le style de Lovecraft vachement moderne, et que je sais pas si c'est lui qui a inspiré ça, du coup, dans nos œuvres contemporaines, mais je trouve vraiment que ça se prête à une mise en scène cinématographique ou de série ou quoi que ce soit, et je verrais tellement une série en fait, ouais je pense que je verrais bien une série, je verrais tellement une série anthologie, comme par exemple à l'époque les Contes de la Crypte, Tales from the Crypt, où du coup à chaque fois il y aurait une petite histoire d'horreur, et je trouve que ça pourrait tellement bien passer. Tu suis une série et à chaque épisode t'as une petite brève histoire d'horreur à la Lovecraft. Ça serait tellement kiffant. Mais d'ailleurs, je crois qu'il y a une série qui sort sur la couleur tombée du ciel, il me semble, de Lovecraft. Je crois que c'est sur Amazon Prime, je sais plus trop. Enfin, il y a une série en tout cas qui est sortie très récemment ou qui va sortir bientôt sur la couleur tombée du ciel de Lovecraft. Je me demande la qualité que ça peut avoir parce que j'ai jamais entendu vraiment de retour sur des adaptations filmiques, cinématographiques, séristiques de Lovecraft. En général, les adaptations, comme n'importe quelle adaptation de quoi que ce soit, on a tendance à dire qu'elles sont pas folles. Alors je sais que les jeux de rôle et certains jeux de société et certains jeux vidéo sur l'univers de Lovecraft valent le détour. Par contre, en série et film, je sais pas si vraiment c'est trop dur d'instaurer cette ambiance. S'il y a des réalisateurs qui ont réussi à aller capter cette essence si particulière. Mais ça pourrait valoir le coup parce que perso, je trouve que c'est très parlant en termes d'image. C'est ça qui est marrant aussi, c'est que on est sur de l'indicible, on est sur de l'indescriptible. Lovecraft tend toujours à parler de ce qui dépasse la compréhension humaine, et pourtant, je trouve que ça parle vraiment en images et que même quitte à ce que ce soit un truc un peu psychédélique ou kaléidoscopique, etc., un petit peu épileptique même, pourquoi pas. Mais je trouve que ça donne des images. Je verrais bien enfin, je vois plein d'images quand je lis les nouvelles de Lovecraft. J'imagine tout un tas d'images d'horreur et d'horreur diverses. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas que de l'horreur sur du gore ou de l'horreur sur de l'épouvante, je veux dire, de la frayeur immédiate ou quoi que ce soit. C'est de l'horreur dans l'ambiance, dans la mise en scène et sur tout un tas de degrés différents. Il y a de l'horreur face à l'incompréhension, il y a de l'horreur face, au contraire, à la compréhension de quelque chose qui semble complètement farfelu. Enfin, il y a tout un tas de choses très intéressantes chez Lovecraft. Sur le travail de l'horreur, il a vraiment plusieurs cordes à son arc, et c'est super cool. Et là, les petites parties de journal de notre personnage principal, donc de Robert Blake, donc au final cette nouvelle rapporte la mort, c'est hyper intéressant de voir encore une fois cette espèce de fascination quasi absolue. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on avait présent aussi dans la nouvelle précédente et encore dans cette nouvelle, cette espèce de fascination absolue, cette espèce d'engouement, d'attirance quasi hypnotique incontrôlable. C'est aussi hyper intéressant parce que voilà, ça relève aussi, ou par exemple du somnambulisme, ça relève aussi de quelque chose qui s'approche du coup de la privation de la liberté. Je sais qu'il y a des gens comme ça qui n'aiment pas être... ça se rapproche
ça peut aussi être un peu de la claustrophobie entre guillemets, mais il y a aussi un truc vraiment psychologique, si je puis dire, à ça, où ça peut te faire peur, tu peux être effrayé, épouvanté complètement, pétrifié par le fait qu'on t'enlève une liberté, que tu subis quelque chose que tu peux pas contrôler et que c'est... Ouais, le fait de pas pouvoir contrôler la chose, ça te met le cerveau en pause en fait. T'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Et t'es juste sidéré en fait. Donc j'aime trop, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de choses très très intéressantes dans les nouvelles de Lovecraft. C'est vraiment cool. Là en plus on a eu encore des citations de noms propres de tout un tas de créatures un peu étranges du folklore Lovecraftien. Yog-Sothoth, Nyarlathotep encore une fois, Yugoth, Shagai et ainsi de suite. C'est trop stylé. Je me demande dans l'œuvre de Lovecraft combien on énumère de grands anciens et ainsi de suite. En fait j'aimerais vraiment bien savoir, ça c'est un truc que j'aime bien sur tout un tas d'œuvres, pas forcément Lovecraft hein, mais j'aimerais bien savoir genre avoir une sorte de frise chronologique ou de... En fait, les deux. Une frise chronologique et peut-être un arbre généalogique ou du moins un arbre de relations pour savoir, ok, un tel, il est relié à un tel de telle manière. Et essayer vraiment de gratter et de se dire, ok, on a tel indice à telle page de telle nouvelle qui veut dire que peut-être lui, il est lié à un tel et ainsi de suite. Que les rites pour invoquer un tel, c'est ça. Enfin, ça serait hyper intéressant, je trouve. Et... Et là, du coup, je suppose à la lecture que celui qui hantait les ténèbres, ça serait peut-être Yog-Sothoth, du coup. Peut-être Yog-Sothoth. Enfin, c'est hyper intéressant, c'est hyper cool. Franchement, j'ai rien à dire de plus sur cette nouvelle. Elle est courte, simple, mais très efficace. C'est vraiment hyper sympa. Un truc aussi, ouais, voilà, c'est de ça que je voulais parler. Je me disais pendant la lecture, j'avais pensé à quelque chose. J'en ai déjà un peu parlé lors du live précédent. Mais un truc que je me demande beaucoup, c'est est-ce que Lovecraft a été le premier ou l'un des premiers à tenter une conciliation totale de tous les folklores du monde? Est-ce que ça a été le premier à essayer de mélanger vraiment tous les folklores? Alors, sans entrer dans le détail, parce que forcément, si tu entres dans le détail, c'est peut-être beaucoup plus dur à concilier et à mixer les uns les autres. Mais je me demande, est-ce que Lovecraft a été le premier à penser à faire une sorte de folklore global du monde, parce que là on nous dit par exemple que le tétraède est un... Non, c'était comment? Le trapézoèdre, c'était ça? Attendez, faut que je retrouve. Je crois que c'était ça. Hein. Mince, désolé. Crotte de bique. Trapézoèdre étincelant, voilà. Il nous dit que le trapézoèdre étincelant, il nous a refait son voyage, entre guillemets, il nous dit que c'est passé par l'Antarctique, lieu où on a déjà eu les montagnes de la folie, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est en Antarctique. Après, c'est passé par l'Égypte, c'est passé par l'Atlantide, c'est passé par tout un tas de lieux mythiques comme ça. Et du coup, je me demande si c'est l'un des premiers auteurs à avoir voulu donner une cohérence commune à tous les folklores un petit peu du monde et à tous les rites cachés, etc. du monde, etc., etc. Par exemple, avec sa superbe idée de dire ce pharaon, on n'en entend pas parler parce qu'il a fait des actes horribles et tout. Enfin, du coup, t'es toujours sur un pied de est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est de l'invention de Lovecraft et ainsi de suite? C'est très intéressant. Et je me demande si est-ce que Lovecraft a été le premier à faire ça ou est-ce que c'est quelque chose dans l'air? Et dans les conséquences que ça a eu aussi, je me demande à quel point ça a eu un impact sur la psyché des gens, parce que j'ai l'impression que c'est très très à la mode aujourd'hui. Par exemple, dans les vidéos des anciens astronautes ou des trucs comme ça, en gros toutes les émissions qui tentent à parler de paranormal, d'aliens, de surnaturel, etc., etc., d'anciennes civilisations, etc., etc. J'ai l'impression que c'est quelque chose de très à la mode, entre guillemets, de vouloir à tout prix lier tout ce qui existe, trouver une sorte de cohérence à tout ce qui existe, et dire, bah, vous voyez, autant les pyramides égyptiennes sont liées aux pyramides chinoises, qui sont liées aux pyramides mexicaines, et ainsi de suite. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont très dans l'air du temps, je trouve, là-dedans. Et je me demande dans quel sens ça a pu influer, etc., etc. Et du coup, encore une fois, à quel point les gens ne font pas distinction entre fiction et réalité et à quel point les gens peuvent s'emballer peut-être sur des trucs qui sont complètement loufoques.
Mais à la fois, je juge pas parce que, ouais, moi je suis dans le délire de je ne crois en rien, je crois en tout. Non, c'est pas que je crois en tout, c'est je crois en rien, mais je me dis pourquoi pas, et je me dis peut-être que tout peut exister entre guillemets. Donc c'est intéressant, mais il faut rester critique. Voilà, c'est ça le truc que je veux dire. C'est intéressant, mais il faut rester critique et voilà, faut pas. Enfin, faut pas. Chacun fait ce qu'il veut, c'est mon avis. Bref, je suis en train de me perdre, donc je vais me taire. Mais voilà, c'est marrant de voir ce truc-là quand même. Après, je pense que c'est un biais purement psychologique entre guillemets. Je pense que tout être humain a ce biais psychologique de vouloir trouver une espèce de cohérence globale. Donc du coup de vouloir faire des micmacs de choses qui sont pas censées être forcément liées, mais d'essayer de trouver une manière élégante de les lier. C'est même un peu le propre, je vais peut-être pas dire de la littérature, mais de l'art, je sais pas, de la poésie ou j'en sais rien, mais de vouloir lier des choses qui sont pas forcément faites pour être liées et de montrer en quoi c'est beau qu'elles soient liées et ainsi de suite et révéler une sorte de lien magique que personne n'avait vu jusque-là pour que justement ça soit en mode waouh, ce lien est magnifique et on l'avait jamais vu. Il y a un peu ce truc là, je trouve, dans l'art, dans la littérature, etc. Et Lovecraft utilise un peu ce ressort psychologique que je pense qu'on a tous, de dire bah regardez, là je vous révèle un truc que vous êtes tous censés connaître, mais que personne n'avait vu. Et là regardez, en fait, l'écriture égyptienne et les textes latins, italiens, machin, machin, sont liés avec Atlantide, avec l'Antarctique, avec ceci, avec cela. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça de révélation d'une information cachée, voire interdite dans les œuvres de Lovecraft. Donc ouais, je pense que ça c'est vraiment... Enfin, je sais pas, je parle comme ça me vient en tête, hein. Mais je pense que c'est même limite un principe fondamental d'art ou d'écriture. Enfin ouais. Je pense que c'est vraiment un ressort très très puissant pour faire qu'une œuvre ou qu'une œuvre artistique soit bonne. Avoir cette espèce de côté révélation de vérité cachée, évidente que personne n'avait vue. Un truc comme ça. Bref, je sais pas si je m'exprime très très bien. Je suis un peu parti en freestyle sur cet outro. Mais bon, je sais pas, j'avais des idées en tête, fallait que j'exprime, voilà. Bref, ce ne sont que mes avis de toute manière, mais n'hésitez pas, chers amis, puisque c'est la fin de ce live, à lâcher un like, un dislike, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne, etc., etc. Donnez vos avis, discutez, ça permet de faire évoluer la chaîne, mais ça permet aussi de me faire évoluer moi. Et c'est toujours intéressant de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à donner vos avis sur la lecture ou sur le live dans son intégralité. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai. Le prochain live de lecture sera vendredi à 21h où nous ne lirons pas une, mais bien deux nouvelles. Nous lirons la nouvelle Air froid et la nouvelle L'Indicible. Donc ça voilà, ça sera vendredi 21h. Sinon, je le répète brièvement, demain mercredi 15h et dimanche 15h, live de découverte sur l'univers de League of Legends. Samedi 21h, live Ça me rappelle une histoire thème Halloween, si tout se passe bien, je croise les doigts mais ça devrait être le cas. Et potentiellement demain 21h, donc demain mercredi 21h, live de découverte live de gaming, pardon, sur la nouvelle mise à jour de Sea of Thieves, où je vous présenterai la mise à jour comme je peux avec le site et le patch note, et peut-être s'en suivra une session sur Sea of Thieves, mais voilà, je peux pas le promettre malheureusement. On va croiser les doigts, on va espérer. Merci à tous ceux qui sont passés, merci Dimal, Zikael, So Famous, Miarilora, Mirani, Arld, et puis tous ceux qui sont passés dans l'ombre, tous ceux qui m'auront regardé sur YouTube, ça fait plaisir. Je vais vous souhaiter à tous une bonne soirée, une bonne nuit, et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine partie de gaming ou une prochaine découverte. Bye bye!